La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode du podcast Ensemble Demain. Depuis le début de l'aventure, on a abordé ensemble plein de sujets, que ce soit en solo de mon côté ou avec des invités. On a parlé autant d'art que de mouvement, d'entrepreneuriat, d'utopie, de rêve, de communication. Puis, toutes ces thématiques-là, finalement, qui sont liées entre elles parce qu'elles viennent explorer comment, en tant qu'être humain, qu'être vivant, qu'entreprise, que société, on est en capacité peut-être d'aller explorer ce que pourrait être le monde d'aujourd'hui, puis celui de demain. Et on a aussi parlé d'épuisement avec Pascal Beauchesne, et c'est un peu en continuité à cet épisode que j'ai eu envie que cet épisode-là naisse, parce que je pense que dans cette exploration individuelle et collective, cette passion-là de contribuer autour de nous, ça fait émerger certaines sensibilités, certaines émotions, et j'avais envie qu'on les adresse aujourd'hui aux côtés d'une invitée précieuse, d'un beau projet, pour aller justement parler de la place de nos émotions dans cette transition-là, de nos éco-émotions, de nos pensées, et puis comment finalement on apprivoise tout ça, comment on s'y connecte, puis comment on peut d'une certaine manière faire passer de nos émotions, de nos éco-émotions à cet espoir, cette lucidité, puis cette action. Alors, j'ai la joie de recevoir Isabelle Béliveau du projet Écomotion, qui en est la fondatrice, et justement un projet qui vise à adresser ces grandes questions-là reliées à nos émotions, à soutenir autant les individus que les organisations, à justement aller trouver des façons de se connecter à ce qu'ils vivent émotionnellement, et puis à lever les tabous, à créer des espaces de recul qui adressent ces enjeux-là qui finalement se rallient à notre santé, à notre santé. Puis je pense que notre santé en découle la santé aussi de la planète. Tout est relié finalement. Merci Isabelle d'être avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Puis je vais te poser la question que je pose à tous mes invités parce que je t'ai présenté brièvement, mais j'avais envie que toi, tu nous parles de qui tu es dans toute ton humanité, puis peut-être un peu de ton enfance, puis voilà, de ta façon peut-être à toi de te définir. J'adore la question. Ça nous force un peu à réfléchir à qui on était avant ce qu'on est maintenant professionnellement, disons. Euh, en fait, moi, je parle souvent de mon enfance dans mon travail avec Écomotion parce que, en fait, la raison pourquoi j'ai fondé Écomotion, c'est à cause de quelque chose que j'ai vécu en enfance. Mais bref, j'étais un enfant justement très sensible, très proche de la nature. J'ai grandi euh, en banlieue de la Rive-Sud de Montréal, mais dans une place qui était encore très boisée à l'époque. Donc moi, j'ouvrais la porte en arrière de chez moi, puis il y avait un boisé avec plein d'animaux, plein d'oiseaux. J'ai développé vraiment une passion là, pour tout apprendre, les noms des espèces. Puis je suis enfant unique, donc j'ai vraiment grandi, disons, seule avec la nature.
Et donc, j'ai développé ce qu'on appelle une grande identité environnementale. Donc, il y a beaucoup de ce que je suis qui est lié à mon rapport à la nature. Hmm. Et ben, évidemment, cette identité-là, c'est forgé à travers le temps, m'a vraiment suivi. Et sans vraiment trop réfléchir, ben, quand j'avais des choix d'études à faire, c'était toujours l'environnement, la nature, l'écologie. Tu sais, j'ai pas vraiment euh, hésité à ce niveau-là. Mhm. Et bon, ça m'a mené à des études environnementales à l'université. Puis, pendant mes études, j'ai eu un cours en psychologie environnementale, donc, et en communication sociale. Et là, je me suis vraiment, c'est comme là que j'ai réalisé, ah, c'est vraiment le fun d'étudier l'environnement, sauf que si on veut apporter un changement, il faut comprendre qu'est-ce que l'humain vit avec ce changement-là. Tu sais, c'est quoi ses freins, c'est quoi qui active sa motivation. Puis je me suis rendu compte que notre manière actuelle de communiquer sur la transition socio-écologique ne donnait pas espoir, ne donnait pas envie de se mobiliser. Donc, je me suis spécialisée, si on peut dire, en psychologie environnementale parce que je pouvais pas concevoir qu'on travaillait en environnement et pas comprendre cet aspect-là. Pour moi, c'était comme un non-sens. Ouais. Donc voilà un peu mon parcours. Ouais, c'est un beau parcours. Puis tu sais, t'as dit un truc important, en fait, finalement, ce que tu as pu vivre dans ton enfance, puisque ce contact au vivant, ça t'a ramené dans cette évidence. Il n'y a pas eu tant de questions qui se sont posées au moment où tu t'es plongé là-dedans. Il y a plus un chemin qui s'est tracé. Puis, tu sais, j'avais cette question-là par rapport à comment tu la vois, toi, ta place justement dans la société, au travers ce lien que t'établis entre justement cette contribution-là, l'environnement, l'humain, le vivant, tu sais, quel lien tu crées entre tout ça naturel, puis toi, ta place, tu la vois comment dans l'instant, parce qu'elle évolue bien évidemment. Mhm. On dirait que j'ai toujours envie de revenir sur, puis tu l'as nommé tantôt, là, mais sur l'interdépendance des choses, que ce soit les espèces, que ce soit les écosystèmes, tu sais, comment on se régule dans les écosystèmes. Par exemple, quand on met un humain dans un endroit vraiment bétonné, puis on le met tout de suite après dans un endroit super vert avec de l'eau, tout ça, ben, automatiquement, ses émotions, automatiquement, rapidement, ses émotions vont se réguler, il va y avoir un sentiment de sérénité, d'apaisement. Donc on fait partie des écosystèmes, puis on se régule dans les écosystèmes. Donc, c'est juste normal que si les écosystèmes sont en train de changer, ben que nous aussi, on soit appelés à changer. Hmm. Donc, cette question-là d'interdépendance est comme fondamentale pour moi, puis je le sais, ce savoir-là, disons que j'ai plus appris jeune par l'expérience, mais je le sais depuis vraiment longtemps et on dirait que mes études me l'ont juste confirmé. Et ça a toujours été ça. Même encore aujourd'hui, quand je lis des études sur la psychologie environnementale, je suis tellement pas surprise de ce que je lis, tu sais. On dirait que c'est quelque chose qui a toujours été là, puis moi, ce que je pense, c'est que c'est là pour tout le monde. C'est juste que on vit tellement dans un monde, justement, euh, qui peut-être qui nous éloigne de ce savoir expérientiel-là. Donc, moi, mon rôle, finalement, pour revenir à ta question, mon rôle, c'est de créer des espaces qui favorisent ce contact-là avec nous-mêmes, qui a finalement toutes les réponses. Moi, c'est un peu ça ma façon de voir les choses. Ouais, oui, tu crées ce lien finalement pour que chacun trouve sa place. Et on parle de place, mais finalement, chacun trouve Exact. sa place, puis ce lien, cette reconnexion avec ce qui est évident, puis qui est là pour chacun d'entre nous. C'est beau ce que tu dis. Mm. Puis tu sais, t'as parlé justement, bien évidemment, des émotions là-dedans. Et je disais plutôt en intro, comme quoi bah, ça brasse beaucoup, on veut contribuer, puis on est dans ces élans d'agir, mais ça vient nous remuer émotionnellement. Et j'avais envie que toi, tu sais, on parle beaucoup d'émotions, mais est-ce que tu peux nous en donner une définition selon comment toi tu le perçois? Peut-être une définition
plus accessible, à la fois scientifique et accessible aussi. Et puis comment justement, dans ta définition des émotions, comment ça peut nous permettre de nous adapter? Parce que tu as parlé justement qu'il y a beaucoup de changements, puis que nous, à un moment donné, comme il y a ce besoin de s'outiller nous-mêmes face à ces transformations. Fait que, Mhm. donc, deux Bon, les questions. émotions, il y a plusieurs écoles de pensée. Je pense qu'il n'y a pas encore de consensus scientifique sur ce qu'est une émotion. Moi, qui ai plus une vision écosystémique des choses, tu sais, pour moi, une émotion, ça a une fonction. Et la fonction de chaque émotion, c'est l'adaptation, mais en utilisant des chemins différents. Tu sais, par exemple, la colère nous indique souvent qu'il y a une limite qui a été dépassée, qu'il y a quelque chose qui est en danger puis qu'on aurait besoin de protéger. Donc, la colère va mobiliser de l'énergie, beaucoup d'énergie à court terme pour qu'on puisse protéger ou s'affirmer. Euh, donc, sa fonction, encore une fois, c'est de s'adapter, tu sais, c'est de s'adapter à une situation qui vient de se passer. La tristesse, il y a certains chercheurs qui disent ben, c'est une émotion qui sert euh, à lâcher prise sur quelque chose, à tourner la page. Donc, moi, je suis contente parce qu'on parle de plus en plus de tristesse, de deuil écologique en ce moment. Et c'est extrêmement important parce que si on ne reconnaît pas l'apport de cette émotion-là dans notre adaptation face à cette crise-là qu'on vit, qu'on lâche pas prise sur certaines choses, qu'on n'accepte pas de construire quelque chose d'autre, ça va être très difficile de se mobiliser parce que la tristesse, tu sais, quand on est triste, il n'y a pas beaucoup d'énergie, hein? C'est comme si c'est une émotion qui amène beaucoup au repli sur soi. Ça amène au repli et ça peut aussi amener à se connecter avec les autres. Donc, ça a une fonction aussi de cohésion sociale qui est très intéressant aussi quand on vit une crise. Donc, euh, donc voilà, pour moi, là, c'est ça, les émotions, c'est vraiment, ils ont toutes une fonction adaptative, sauf qu'ils utilisent un peu des chemins différents. Dans le cas de l'anxiété, parce qu'on va parler d'éco-anxiété, j'ai l'impression, l'anxiété, ça, je dirais, son chemin principal pour nous mener à nous adapter, c'est d'attirer notre attention sur une menace qui est dans le futur pour Mhm. qu'on puisse s'y préparer. Encore une fois, très pertinent dans l'ère du temps, cette éco-anxiété-là, parce que on a plein de données scientifiques sur qu'est-ce qui se passe avec l'état de notre milieu de vie, notre planète. Euh, il va y avoir des grands changements, puis pour s'y préparer, faut tout de suite commencer à regarder ce quoi nos ressources, à regarder, bref. Donc, l'anxiété est super pertinente, puis, tu sais, souvent, je me fais poser en entrevue, surtout avec des médias, comment communiquer sur les changements environnementaux sans générer d'anxiété. Puis ma réponse est toujours, faut pas essayer de pas générer d'anxiété, c'est adaptatif, l'anxiété. C'est juste qu'on l'associe souvent aux troubles anxieux. Puis ça, ben, ça fait partie de ma mission de vraiment démystifier les deux. L'anxiété, c'est bon, on en vit chaque jour. C'est quand ça devient invalidant ou quand ça nuit vraiment à notre fonctionnement que là, c'est peut-être bon d'aller consulter, aller chercher des outils pour s'aider à composer avec cette anxiété-là. À la base, c'est très utile, c'est adaptatif. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Puis, tu sais, ça m'amène aussi dans toute autre chose. Tu sais, quand on parle de l'enfance, dans mon quotidien de maman aussi, tu sais, quand on a un jeune enfant, des fois, on essaie de... On la veut pas, la tristesse, on veut pas qu'il soit triste, notre Mhm. enfant. Et pourtant, justement, c'est en le laissant aller dans cette tristesse, en allant laisser les larmes couler, qu'il y a quelque chose qui se libère et puis qu'il y a un lien qui se crée, qui se forge entre nous, parents, enfants. Donc, je trouve ça beau, ça me ramenait à ça. Puis, quand Mhm. on parlait d'anxiété, tu sais, tu as fait la différence entre l'anxiété qui est saine finalement, qui nous amène à nous adapter, puis les troubles anxieux. Puis dans mes questions, tu sais, il y avait justement dans la notion d'éco-anxiété, tu sais, comment est-ce que ça peut se, 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 c'est se-
comment ça peut je perds mes mots, comment ça peut se traduire, que ça soit en comportement, que ce soit, puis c'est quoi la différence entre justement à quoi ça peut ressembler l'éco-anxiété puis les troubles anxieux. C'est quelqu'un qui se pose la question, est-ce que je suis sortie de la ligne de l'anxiété saine puis que je suis plus au bon endroit? Mhm. Ben, en fait, c'est que les manifestations vont être très similaires. Tu sais, par exemple, au niveau cognitif, au niveau des pensées, on peut avoir des pensées, voyons, une rumination des pensées obsessives sur, par exemple, des catastrophes naturelles. Euh, Ça peut aussi être au niveau du comportement, là, tu sais, changer très rapidement son mode de vie pour être le plus possible zéro déchet. Hmm. Puis, tu sais, il y a une partie que, ben, il faut faire ça, mais il y a une autre partie que, est-ce que c'est en train de nuire à ta santé mentale? Est-ce que, tu sais, ça nuit à tes relations parce que là, tu sais, tu te chicanes avec tout le monde autour de toi? Est-ce que, tu sais, ça commence à créer de l'isolement, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau des amis ou même au travail? Parce que là, tu essaies de changer des pratiques au niveau du travail, au niveau de l'organisation, tu ne trouves pas vraiment de mobilisation. Donc là, tu te retrouves un peu toute seule là-dedans. Euh, Puis ben, c'est sûr, au niveau des émotions, là, ça, encore une fois, beaucoup d'écoles de pensée, mais dans les études sur l'éco-anxiété, des fois, on parle de l'éco-anxiété comme étant un mot un peu parapluie pour parler de plusieurs émotions qu'on peut vivre par rapport à la crise. Donc, des fois, on inclut la colère là-dedans, des fois, on inclut la culpabilité, la honte, l'impuissance. Moi, mon école de pensée, c'est que l'éco-anxiété, ça veut dire l'anxiété. C'est quand Ouais. on commence à inclure d'autres affaires là-dedans, je trouve que ça porte un peu à confusion. Mais il y a beaucoup de gens qui vont parler de leur éco-anxiété et nommer plein d'autres émotions qui sont liées à cette éco-anxiété-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça se manifeste. La différence avec les trouble anxieux, c'est quand ça devient vraiment hors contrôle. La personne perd vraiment la capacité à ben, se réguler et à prendre du recul par rapport à cette anxiété-là. Tu sais, ça va vraiment être envahissant, puis ça va nuire au fonctionnement de la personne. Donc, c'est un peu là la ligne. Mm. Mais tu sais, dans l'éco-anxiété, il y a aussi tout un continuum d'intensité. Donc, parfois, ça peut être vraiment intense. Euh, et là, ressembler au trouble anxieux, ça va éventuellement redescendre. Tu sais, ça va un peu comme des vagues, tandis que les troubles anxieux, c'est assez constant sur une ligne du temps, si je peux dire. Ouais, c'est intéressant aussi cette nuance que tu mets entre les deux qui fait que si ça dure dans le temps, il y a quelque chose quand même oui, à être alerte par rapport à ça. Puis finalement, Mhm. si tu dis l'éco-anxiété, des fois, ben, on y ramène plein de différentes émotions qui ne sont pas l'anxiété. Est-ce que c'est ce que tu appelles les éco-émotions finalement? C'est comme... Ouais, exactement. Exactement. Moi, je vais plus utiliser ce terme-là pour. Le terme parapluie, pour moi, c'est les éco-émotions. Puis là, Mhm. après, ben, il y en a plus d'une quinzaine, là. Tu sais, je sais pas si tu connais le livre Art Emotion. Moi, ça a été le premier livre qui m'a vraiment ouvert les yeux sur à quel point on n'a pas de vocabulaire pour parler de notre relation à l'environnement. Puis, dans Art Emotion, il y a plusieurs éco-émotions qui sont proposées et parmi elles, il y a l'éco-anxiété. Donc, tu sais, ça redonne un peu aussi de la perspective sur, ben, il n'y a pas juste l'éco-anxiété, là, on peut vivre vraiment beaucoup de choses. Puis chaque émotion a sa définition ou une définition proposée, là, parce que c'est quand même des néologismes. Mais tu sais, c'est intéressant de voir qu'on peut sortir un peu de l'éco-anxiété parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se retrouver dans cette définition-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent rien par rapport à ce qui se passe, tu sais. Puis c'est ça qui est important aussi, c'est de nuancer les discours par rapport à ça. Ouais, que ça peut finalement se traduire de différentes manières, justement,
toutes ces émotions par rapport à ce qu'on vit, cette transition, l'environnement, etc., qu'il y en a toutes sortes qui existent, puis que ce n'est pas parce qu'on ne vit pas d'éco-anxiété dans la définition que tu nous as amenée qu'on ne vit pas d'autres émotions qui sont importantes à considérer. Merci pour cette nuance, puis pour cette référence aussi, parce que non, je ne le connais pas, fait que je vais l'ajouter à ma liste de lecture. Puis, tu sais, justement, quand on parlait de la nuance entre les troubles anxieux puis l'anxiété, tu as ramené ce côté-là qu'on on va peut-être se mettre à dos les gens, que ça va devenir un peu obsessionnel, excessif. Puis, dans le podcast, j'aime bien nous ramener dans le pour quelque chose. Donc, quelle est la portée positive de ces éco-émotions? Puis, ma prochaine question que je t'avais envoyée, c'était vraiment comment on peut aller dans le pour de cette éco-anxiété, puis comment ça peut justement contribuer autant à notre bien-être individuel qu'à notre bien-être collectif. Et comment est-ce que ça nous remet à la fois en lien avec nous-mêmes, tu sais, ce retour à nous-mêmes, puis comment finalement ça nous remet dans une même énergie en lien avec les autres. On a un petit peu parlé tantôt, tu sais, quand tu parlais qu'il y a comme une connexion qui se recrée quand on est en Mhm. avec nos émotions. Tu sais, c'est quoi ta perspective là-dessus à toi du beau derrière? Mais j'ai envie de revenir sur la fonction adaptative, pardon, de l'anxiété. Puis nous, à Écomotion, on voit vraiment qu'il y a deux trajectoires à l'éco-anxiété. Il y en a une qu'on dit, bon, qui est adaptative, puis l'autre qu'on dit qui est non adaptative. On vient un peu de parler de la non adaptative, mais je vais y revenir. La forme adaptative, c'est vraiment, pour moi, c'est une forme vraiment positive, puis euh, je trouve pas le mot en français, là, mais empowering. Parce Mhm. que cette anxiété-là, finalement, te donne de l'énergie pour reprendre pouvoir sur ce qui se passe et changer les choses. Donc, elle agit vraiment comme moteur pour transformer la société. Que ça soit au niveau de ta maison, que ce soit au niveau du travail, comme je parlais, ou il y en a aussi qui ont des compétences et des forces pour s'impliquer plus au niveau municipal, pour changer les choses un peu plus au niveau systémique, si je peux dire. Bien, c'est parfait, cette anxiété-là va nous donner de l'énergie pour le faire. Puis c'est parfait. C'est un peu ça qu'on veut. On peut pas espérer prendre de l'énergie de nulle part. Là, comme, nos émotions, c'est de l'énergie en mouvement. Donc, c'est ça que ça veut dire émotion. Maintenant, la forme non adaptative, c'est quand ce qui arrive, c'est quand la personne n'a pas d'outils ou de soutien. Donc, ça fait vraiment référence à la deuxième partie de ta question. Donc, si tu n'as pas d'outils pour composer avec cette charge émotive-là qui peut être très pesante, et si tu n'as pas de soutien, de cohésion sociale, tu n'as pas de ressources au niveau de ton entourage, des gens qui vont te valider, qui vont te soutenir dans tes préoccupations, peu importe, ben, ce que ça fait, c'est que l'anxiété devient euh, trop, trop importante, trop élevée. Mhm. Donc, le corps va se défendre contre sa propre anxiété. C'est ce qu'on voit quand on voit des gens dans le déni, en évitement, en paralysie. Et ça, ben, plus on attend avant de développer des outils pour composer avec cette charge-là, plus ça va mener à une forme de détresse. Mhm. Donc, donc c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'une personne qui vit, par exemple, de l'évitement, donc qui ne veut pas entendre parler, va éviter toutes les conversations sur ce sujet-là. Et une personne qui est engagée dans la transition vive les deux de l'anxiété. Donc, c'est comme si en un claquement de doigts, on peut voir beaucoup plus de similitudes que de différences entre deux personnes qui semblent complètement s'opposer là, en termes d'engagement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, tu sais, je pense que la partie aussi cohésion sociale peut être vraiment facilitée avec cette information-là que je viens de donner. Parce que si on voit plus de similitudes dans notre rapport émotionnel, euh, on va être capable de plus se mettre ensemble, on va être capable de plus facilement trouver des objectifs communs à aller vers quelque chose qui fait sens pour nous, qui donne espoir. Je sais que tu as parlé d'espoir dans tes questions, là, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais tu sais, pour moi, l'anxiété et l'espoir, souvent on les oppose, mais j'ai un petit peu,
je continue ma réflexion là-dessus, là, elle est pas parfaite, mais Mhm. pour moi, c'est pas deux choses qui s'opposent, c'est des choses qui vont venir ensemble, un peu en paire. Puis des fois, ça va être plus l'anxiété qui va être là, des fois, ça va être plus l'espoir. Pour moi, c'est deux choses qui travaillent ensemble, je vais le dire comme ça. Hmm. Mais allons-y là-dedans, parce que oui, dans ma prochaine question, il y a cette notion-là justement d'espoir. Tu sais, j'ai le goût qu'on parle du rôle de l'espoir dans cette transition-là. Puis ben là, tu nous amènes dans cette perspective que tu portes toi, où les deux sont reliés, puis les deux vont aller danser ensemble pour aller Mhm. parfois nous ramener peut-être, je sais pas, dans l'introspection, puis d'autres fois dans, 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 dans cet élan d'agir, dans cet élan de croire, en tout cas. Mhm. Vas-y, j'ai Ben, vraiment envie de t'entendre, c'est intéressant. ouais, ben, j'ai comme envie pour, tu sais, montrer vraiment comment, pour moi, ils sont ensemble, ils sont comme partenaires. J'ai envie de raconter un peu une histoire personnelle. En 2019, moi, j'étais beaucoup impliquée dans la mobilisation pour le climat. J'étais alors étudiante, là, donc c'était vraiment la mobilisation étudiante pour le climat. Euh, C'était un moment historique, là, en termes de mobilisation. Pour le climat, il n'y a jamais autant de personnes qui se sont mobilisées. À Montréal, c'était 500 000 personnes avec Greta Thunberg. C'était vraiment incroyable. Puis nous, de notre côté, à Sherbrooke, on n'avait jamais vu autant de monde aussi dans les rues. C'était pas juste des étudiants, c'était des travailleurs. Il y avait plein de commerces qui ont fermé, boutiques pour cette journée-là. Euh, donc, c'est sûr que l'espoir était à son plein, là, tu sais, dans le Mhm. sens, OK, là, il y a quelque chose qui se passe, on est mobilisé, les gens sont en colère, vivent de l'anxiété, ils veulent que ça change pour leurs enfants. Bon, bref. Donc, l'espoir, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous projette dans l'avenir, dans un avenir qu'on considère meilleur. Mhm. Donc, ça mobilise beaucoup d'énergie, un peu comme je parlais avec l'anxiété tantôt. L'anxiété, c'est quand on se projette dans un futur qu'on ne considère pas meilleur. Et là, l'anxiété va venir mobiliser de l'énergie pour qu'on se prépare à ça puis qu'on s'adapte. Donc, c'est pour ça, pour moi, qu'ils sont ensemble. Parce que ce qui s'est passé après cette grande mobilisation-là, c'est que, ben, je pense même pas 6 mois plus tard, la pandémie est arrivée. Et Mhm. là, ça a tué la mobilisation. Et même quand ça a été quand il y a eu, c'était pas moi, là, mais quand il y a eu des personnes qui ont essayé de repartir la mobilisation, le mouvement était essoufflé parce qu'il y a eu beaucoup d'épuisement. Je sais que ça fait aussi partie de tes questions, mais il y a eu beaucoup d'épuisement militant et il y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus de cette notion-là. C'est comme, ça va être vraiment difficile de repartir la machine. C'est quelque chose qu'on entendait beaucoup parce qu'on n'avait plus cette énergie-là. Donc, euh, donc comment on fait finalement euh, pour faire valser ces deux émotions-là? Bon, l'espoir, c'est pas vraiment une émotion, mais tu sais, c'est important de reconnaître le rôle de chacun, puis que on, quand on perd un peu l'espoir, ben, c'est peut-être là le temps, tu l'as nommé tantôt, de prendre un pas de recul, puis de s'asseoir un peu avec son anxiété et de dire comme, OK, c'est quoi en ce moment la menace? Là? Qu'est-ce qui me paraît vraiment préoccupant? Mhm. Et prioriser des actions. Parce que l'affaire aussi avec l'anxiété, c'est que ça nous amène des fois à diluer notre énergie un peu partout, aller dans plein de directions, parce qu'on veut on veut tout un peu sauver en même temps. Euh, Sauf que c'est comme ça qu'on s'épuise. Donc, c'est vraiment de prioriser et d'aller vers qu'est-ce qui nous préoccupe le plus, puis qu'est-ce qui est le plus en lien surtout avec nos forces puis nos compétences. Parce que Mhm. trop souvent, on fait des choses qu'on ne sait pas comment faire. Et puis c'est pas mal de ne pas savoir comment faire, mais c'est juste si on peut se concentrer d'abord sur ça, c'est ça qui va nous aider à remonter notre espoir. Ensuite, on fera les choses qu'on est moins à l'aise, mais au moins, on va avoir de la motivation, tu sais, pour le faire. Mais j'aime ça parce que finalement, tu, tu, euh, tu appelles à revenir à soi, justement, à revenir un peu à ce qu'on porte en soi quand on se retrouve dans cette Mhm. anxiété, autant pour l'accueillir, pour qu'elle agisse comme ce pas de recul, ce ressourcement intérieur, puis ensuite d'élargir le cercle. J'avais une amie entrepreneur qui partageait que
quand elle vit des grands moments d'anxiété, ben, c'est comme si elle rapetisse le cercle, elle Mhm. revient à elle dans cette forme qu'elle appelait, qu'elle ressentait à un moment donné comme de l'égoïsme, puis qui n'en était pas Mhm. finalement. Et puis qu'au fur et à mesure que l'anxiété s'apaisait, là, elle était en capacité de réouvrir le cercle ou d'ajouter des cercles autour d'elle. Je trouvais que c'était une belle image. Mais j'aime ça, ce que tu nous amènes, cette complémentarité finalement, puis cette valse qui se joue entre les deux termes. Et ben, ça revient aussi à l'autre de mes questions, tu sais, il y a l'éco-anxiété, après ça, il y a l'espoir qui rentre là-dedans, puis comment cet espoir-là, qui n'est pas une émotion, mais qui est une force motrice, elle aussi, donc avec ces deux forces motrices-là, comment est-ce qu'on en vient à porter des actions qui sont significatives autant pour soi que pour les autres? C'est à quel moment on est en capacité d'avoir le switch vers l'action? Comment on bascule? C'est une question qui se... Comment je pourrais dire? C'est vraiment propre à chacun. Euh, Tu sais, c'est un peu, ben, qu'est-ce qui te donne envie d'aller vers l'avant? Tu sais, qu'est-ce qui te donne envie d'aller vers le futur? Fait que je pense qu'il faut travailler notre capacité à se projeter dans le futur parce que l'affaire avec l'anxiété, c'est que ça brime un peu notre capacité à faire ça. Tu sais, oui, on voit qu'il y a une menace, mais on a de la difficulté à voir autre chose. Mm. Tu sais, c'est un peu comme euh, la fameuse phrase, je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, mais tu sais il y a certaines personnes qui sont plus capables d'entrevoir la fin du monde que la fin du capitalisme. Oui. Donc tu sais, c'est un peu ça l'emprise de l'anxiété, tu sais, c'est de juste être capable de voir la situation telle qu'elle est, si je peux dire. Donc, notre capacité à se projeter dans le futur et à être créatif, donc à créer quelque chose de nouveau qui fait sens, qui est réaliste et tu sais, qui donne envie d'aller vers ça, c'est pas évident. Donc, tu sais, c'est un peu, tu sais, tu parles d'utopie réaliste là, dans une de tes questions, puis j'ai hâte d'y arriver. Mais, tu sais, c'est un peu ça, pour ça, c'est un peu propre à chacun. Mm. Euh, Par contre, nous, dans les ateliers des commotions, on fait souvent cet exercice-là, puis on se rend compte après dans les partages que les gens ont pas mal la même, la même vision d'avenir qui fait Mm. sens pour eux puis qui est intéressante. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que on peut se dire, ben, OK, comment on peut mobiliser chaque personne vers cet avenir-là qui se ressemble là, quand même dans les imaginaires des gens. Puis comment qu'on peut mobiliser, donc, comme je disais, les forces, les compétences, même les passions. Des fois, il y a des gens qui ont des passions pour créer des choses. Comment qu'on peut mobiliser chacune de ces personnes-là d'une manière qui ne va pas les épuiser, tu sais, Mm. comme qui ne va pas l'épuiser. Donc, c'est ça un peu le défi, mais en même temps, tu sais, pour avoir vu des centaines de personnes passer à travers ce processus-là, tu sais, après quelques temps, parce que des fois, on reparle à à nos participants, après quelques temps, tu sais, on voit qu'ils sont encore mobilisés, qu'ils sont encore motivés. Tu sais, des fois, leur vision a un peu changé, mais euh, ils savent sur quoi s'appuyer, tu sais, quand ils ont des moments de désespoir, justement, tu sais, sont plus solides, disons. Euh, donc ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si je réponds à la question, là, mais Mais oui, oui, oui. C'est se ouais, connecter à ce qui nous rend vivants, puis tu sais, ce qui est en nous, qui nous porte finalement, exact, qui nous permet exact, d'entrevoir cette lueur-là d'espoir. Puis, puis c'est super important ce que tu dis, que finalement, c'est propre à chacun de nous, mais il y a ce côté très personnel, très intime de où est-ce qu'on s'en ouais, va puiser quand on a besoin d'espoir. Puis il y a quelque chose de très universel aussi qui nous exact, fait ensemble. Puis je parle beaucoup exact. de l'imaginaire, c'est la place de l'imaginaire là-dedans. Puis je sais que très, très personnellement, ce qui me ramène dans l'espoir, puis tu sais, j'en parle dans un épisode solo que j'ai enregistré justement cette semaine, mais c'est à la fois cette capacité d'aller dans le rêve, dans cette utopie, tu sais, de se laisser l'espace de rêver, et puis se laisser l'espace aussi d'être inspiré par ce qui se passe autour, puis qui nous ramène dans le tangible de qu'est-ce qui se fait, tu sais, qu'est-ce qui Mhm. autour de moi
tu sais, me ramène dans cet espoir-là, m'inspire, me rend vivant, me donne le goût de contribuer. Puis finalement, qui sont aussi les personnes autour de moi, l'échange, les échanges qui viennent me nourrir. Puis, je pense que c'est très personnel, mais il y a quelque chose de très universel. Le lien crée quelque chose, l'imaginaire nous amène vers autre chose. Puis ce rappel de se connecter à ce qui est là, présent autour de nous, qui est beau dans la noirceur, bah, c'est autre chose encore. Donc, ouais, merci. C'est ce lien entre ouais, l'intime puis l'universel finalement. Puis tu parlais justement en me répondant que justement avec Écomotion, vous amenez dans cette dynamique où vous vous amenez à explorer des espaces, à expérimenter des choses, à ramener les gens dans ces outils-là qu'ils peuvent aller chercher quand ils en ont besoin. Est-ce qu'il y en aurait un en particulier que tu pourrais peut-être nous partager, qui peut apaiser dans le tumulte quand ça arrive, comme, je sais pas, un point de départ, peut-être? Ouais, ben notre outil avec lequel on travaille tout le temps, on l'appelle le plan d'adaptation. Dans le fond, c'est un peu en 4 étapes. Puis il y a, la première étape, c'est vraiment, c'est ce qu'on parle depuis tantôt, là, c'est un peu de s'asseoir avec ce qu'on vit et d'essayer de comprendre un peu le message derrière cet état-là. Par exemple, si on vit beaucoup de tristesse, bon, ben, ça serait quoi, là? Tu sais, j'ai parlé des fonctions, j'ai parlé euh, de qu'est-ce qui peut émerger, tu sais, parce qu'une émotion aussi, elle fait toujours sens dans son contexte, là. Donc, tu sais, ça peut, le message d'une émotion un jeudi peut être vraiment différent de la même émotion un samedi. Ouais. Donc, c'est vraiment en fonction de ce qui arrive, mais c'est d'essayer de vraiment se questionner sur qu'est-ce que cette émotion-là ou ces émotions-là, souvent elles ne sont pas tout seules, m'apprend sur moi en ce moment. Première étape. Deuxième étape, ensuite, c'est de bâtir un peu les piliers de l'adaptation qu'on appelle. Donc, il y en a 3. Il y a les outils que j'ai parlé un peu tantôt. Donc, qu'est-ce qui m'aide à composer avec ces émotions-là? Qu'est-ce qui m'aide finalement à continuer d'avancer malgré que c'est inconfortable? Parce qu'une transition, c'est inconfortable. Le changement, c'est inconfortable. Mais qu'est-ce qui m'aide à rendre ça plus facile? Des outils, ça peut être, ben, moi, mes outils, personnellement, le yoga, le mouvement, ça m'aide beaucoup. Méditation, là, c'est pas pour moi. Vraiment, là, tu sais, j'aime ça en faire, sauf que c'est pas un outil pour moi. Je vais pas aller vers ça pour m'apaiser. Euh, Marcher en nature, évidemment, me connecter aux écosystèmes, c'est quelque chose, ben, j'en ai parlé dans mon histoire, là, mais c'est quelque chose qui instantanément me redonne espoir, me redonne aussi beaucoup de créativité. Il y en a aussi que leurs outils, c'est de faire de l'art, d'écouter de la musique. Puis même, il y a certaines personnes, puis je pense qu'on devrait plus en parler, certaines personnes qui vont faire j'appelle ça du déni conscient. C'est un peu étrange comment on dit parce que le déni, c'est inconscient. Mais c'est de dire, je vais prendre du recul sur la situation, je vais me couper de toute information pendant un certain temps et Mm. après, je vais revenir. Oui. Et ça, c'est super sain parce que c'est pas comme si c'était une crise qu'on sait qui se termine dans 2 ans, là. C'est quelque chose qui va se passer sur plusieurs décennies. Donc, c'est bien normal qu'on ait besoin de prendre du recul des fois puis tu sais, de juste se couper. Par Mm. contre, il faut revenir. C'est pour ça que, Oui, pour c'est ça que ça. On protège la l'esprit. notion, hein. Exact. Le deuxième pilier, c'est vraiment au niveau du soutien. Donc, comment je peux renforcer mon réseau de soutien? Un réseau de soutien, pour moi, qui est bon, là, c'est un réseau qui est assez suffisant, il y a assez de monde dedans. Mm. Donc, tu sais, on parle d'une dizaine de personnes, puis qui est diversifié. Donc, c'est pas juste des personnes, disons, qui pensent comme vous, qui ont exactement les mêmes valeurs que vous. Donc, des gens qui vont venir challenger votre point de vue, vos solutions même. Mm. Euh, pour pas finalement qu'on tombe dans une chambre d'écho et que quand on ressorte de cette bulle-là, que la norme sociale réelle vienne vraiment nous détruire émotionnellement. Il y a Ce une qui sacrée arrive souvent, lâche. c'est ça, ce qui arrive souvent dans les milieux plus militants. Donc, on fait attention à ça. Puis, en même temps, dans le pilier 2, on travaille vraiment nos habiletés de communication. Donc,
communiquer les changements environnementaux d'une manière qui est mobilisante, qui est empathique, pour justement pas trop euh, que notre communication finalement amène pas je recommence, que notre communication amène pas trop les gens dans leur mécanisme de défense que j'ai parlé tantôt. Ce qu'on sait, ça va générer de l'anxiété, peu importe, mais ce qu'on veut, c'est amener les personnes dans une éco-anxiété, pardon, qui va être adaptative, qui va mener à des transformations. Et le troisième pilier, c'est la contribution. On en a beaucoup parlé, là, finalement, dans Oui. cette entrevue-là. Mais c'est toute la question de, bon, c'est quoi les actions que je veux entreprendre? Euh, Pas 500 actions. Ouais, tu sais, il faut prioriser. Et aussi, faut être capable d'associer les actions qu'on fait à des préoccupations. Parce que si on fait des actions qui n'apaisent pas nos préoccupations, ben notre anxiété elle va juste augmenter. Oui. Comprends-tu? Tu sais, puis souvent, puis des fois, c'est pas facile à voir parce que c'est des actions, par exemple, qu'on fait depuis vraiment longtemps par automatisme. Mais est-ce que c'est encore d'actualité dans le sens, est-ce que avec les nouvelles informations qu'on dispose, euh, est-ce que nos besoins ont changé? Puis évidemment, les actions doivent s'adapter à ces besoins changeants-là. C'est un peu ça. Donc, euh, donc, tu sais, si vous voulez commencer à faire un premier jet de votre plan d'adaptation, tu sais, c'est vraiment les 4 étapes, là. Comment on se sent par rapport à la situation, puis comment on se projette dans le futur aussi, vers quoi on veut aller. Après, c'est quoi mes outils pour m'aider dans ce chemin-là? C'est quoi mon réseau de soutien, puis comment je peux mieux communiquer? Puis, c'est quoi les actions que je veux faire? Est-ce qu'elles sont bien liées à mes préoccupations du moment? Donc voilà, c'est un peu ça notre outil. Puis tu sais, on peut faire ça, un atelier des commotions, on peut faire ça en 1 heure, le plan d'adaptation, comme on peut le faire en 6 heures. Mm. Parce qu'on peut aller vraiment loin puis aller décortiquer des choses. Donc voilà. Merci, merci beaucoup pour ça. Puis je trouve que ça nous ramène un petit peu dans le chemin qu'on a pris au fil de la conversation. Parce que ça nous ramène à ce côté d'introspection, de connexion. Puis c'est à la fois, finalement, tu sais, tu clôtures avec comment on peut porter une action, pas 10, mais une action Mhm. significative qui est en lien avec l'émotion qu'on vit puis le besoin qu'on a. Merci pour ça, merci beaucoup. Puis merci de nommer aussi que ça prend le temps que ça prend et Mhm. et que c'est juste comme ça. Puis ben là, je m'en viens à la question que tu attendais, que tu avais hâte d'aborder, mais que je pose à tous les invités parce que pour moi, elle est super importante pour nous ramener justement dans l'espoir. Donc, ton utopie réaliste à toi, ton rêve lucide, comment tu l'imagines, ton demain, notre demain? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? Les couleurs qu'il y a, et c'est quoi l'atmosphère? Enfin, en fait, tu me le communiques comme tu as envie de me le communiquer. Mhm. Ben, c'est drôle parce que moi, quand on me demande, quand on fait des exercices justement sur la vision et tout ça, ben, souvent on me demande, ben, toi, c'est quoi ta vision? Puis c'est drôle parce que je la vis déjà un peu. Mhm. Puis ça donne un peu la permission que, tu sais, c'est pas obligé d'être énorme, puis, tu sais, vraiment, dans 20 ans, tu peux déjà commencer à la vivre. Puis moi, c'est super simple. Moi, dans mes valeurs, très, très proches de mon cœur, il y a le partage, il y a la communauté. Donc, moi, ce que je vois dans un futur proche et même pas mal, pas mal maintenant, euh, tu sais, c'est beaucoup de vie en coopérative. Moi, je vis dans une coop en ce moment. Donc, il y a beaucoup de partage, tu sais, c'est multigénérationnel dans notre bloc. Donc tu sais, il y a plein de possibilités à partir de là parce que, tu sais, si j'ai besoin de quoi que ce soit là, à réparer, peu importe, ben, ma voisine a comme 70 ans et plus, assez très bien comment, tu sais, je sais pas si tu comprends, fait que, tu sais, Ah oui, c'est il y a beaucoup de, tu sais, je pense que j'ai beaucoup de envie d'aller vers une économie de partage, une économie solidaire. C'est Commotion, c'est une entreprise d'économie sociale, donc on fonctionne vraiment par gouvernance, tout ça. Puis tu sais, une densité aussi, là. Je pense que nos villes ont besoin d'être de plus en plus denses, pas juste pour
pour un souci environnemental d'arrêter de déboiser puis de prendre tout le temps plus d'expansion et de ressources, mais juste pour rapprocher les gens, tu sais, rapprocher la communauté, qu'on ait plus besoin de se parler, tu sais, que ça soit devenu une nécessité et non qu'on soit capable de tout le temps s'arranger tout seul, tu sais. Je pense que c'est vraiment ça, là, si je pouvais le résumer. Fait que, euh, puis, bon, on le vit déjà un peu, tu sais, à Sherbrooke, c'est quand même une grande ville, mais il y a toute une communauté d'entraide déjà. Puis, je pense que mon travail en ce moment, c'est juste de la faire grossir, de l'amplifier, puis de la renforcer aussi. Hmm. Merci, merci Isabelle, parce que tu nous ramènes que finalement, ce rêve-là, il est déjà là, présent, dans le présent, dans l'ici et maintenant, puis que tu l'incarnes, ce rêve que tu as pour le monde, pour la collectivité, bah, tu l'incarnes déjà toi dans ton quotidien. Puis avec une autre invitée, on se disait à quel point c'était l'une des grandes forces justement d'être en capacité avant de transmettre quelque chose, de déjà de l'incarner dans son Mm. quotidien, dans sa vie. Alors merci parce que c'est de toute beauté de t'entendre le partager. Puis c'est très inspirant, très très inspirant. En fait, tout ce que tu as dit était très inspirant. Puis je trouve il y a ce côté aussi très logique finalement, très évident. Puis en même temps, qui nous ramène un peu à cet essentiel de se ramener justement à nous pour être en capacité d'offrir quelque chose autour de nous. Alors, Tout à fait. merci. Mhm. Merci à toi. Et écoute, j'ai hâte d'avoir les commentaires de ceux qui vont nous écouter, qui vont vivre ce plan d'adaptation. Puis j'espère que ça pourra en soutenir plus d'un. Voilà, alors merci Isabelle, merci beaucoup à ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à passer le mot, n'hésitez pas à mettre des joyeuses étoiles, c'est ça qui encourage le rayonnement de ce projet créatif. Alors voilà, à bientôt.